En tant que consultant, j'ai accompagné une trentaine d'organisations en 15 ans. Ces transformations, c'était des transformations dites agiles ou encore DevOps. J'accompagnais les CTO, je conseillais le management, et puis on mettait en pratique avec les équipes DevOps, les devs, les lead devs, etc. Au bout de mois de transformation environ, le commanditaire, le sponsor, vient me voir et me dit la chose suivante. Geoffrey, je sens que ce que vous mettez en place, c'est utile. Merci beaucoup. Cependant, on aimerait se rassurer de la performance, de l'utilité de ces nouvelles pratiques. Est-ce que tu pourrais nous donner une batterie d'indicateurs nous aidant à nous rassurer et aussi à décider? En tout cas, merci pour toute l'énergie investie. À ce niveau du projet, le commanditaire me demande des indicateurs clés sur la performance des nouvelles méthodes, en anglais Key Performance Indicators ou encore KPI. Mais, petit problème. Très souvent, les KPI sont issus d'une approche top-down classique, c'est-à-dire que la direction va définir une stratégie sur 3 mois ou sur une année. Cette stratégie va être ensuite communiquée à la strate managériale et ensuite le management va mettre en place un plan et un budget et indiquer ce qu'il faut faire et surtout les seuils à atteindre au niveau des équipes. Et c'est ainsi que des équipes peuvent se retrouver avec des KPI imposés sans même avoir été consultées. Et ça peut poser quelques petits problèmes. Premier cas. Dans une grosse DSI, environ 350 personnes, la direction a souhaité orienter sa stratégie sur la qualité. Côté management, c'est s'être rendu entre autres sur la qualité des applications et peut-être que vous l'avez vu dans le mille côté équipe, sur la qualité de code et sur la fameuse couverture de code. Eh bien, ce qui a été décidé dans cette organisation, c'est que 12 équipes back-end, soit environ 80 personnes, 85, et une couverture de code de 80% en 3 mois. Au secours, mon manager me demande des KPI. Ça vous parle? Deuxième situation, dans une entreprise plus petite, 50 personnes, pas plus. Il y a une équipe Scrum de 5 personnes et un DevOps et un SysOps. Cette petite entreprise est une filiale et dépend d'une maison mère. La maison mère demande toujours plus de rendement au directeur de la filiale. Et bien un jour, ce directeur est venu voir l'équipe Scrum et leur a dit la chose suivante, et j'étais là. On doit devenir plus performant. Alors j'ai une superbe idée. À partir de maintenant, votre vélocité ne doit plus être de 180 points, mais de 200. Quel génie! Troisième et dernière situation. Celle-ci, je ne l'ai entendue que 2 fois, mais celle-ci, elle est salée. Il y a 3 ans, j'ai donné un talk sur ce qu'on appelle Accelerate, et ce qui est lié au Dora Matrix, peu importe. Et à la fin, il y a un leader tech qui est venu me voir et me dit écoute, c'est super comment tu le présentes, comment tu l'amènes. On n'est pas que focus sur les KPI. Par contre, moi, j'ai un problème. C'est que mon responsable m'a demandé la chose suivante. Il m'a rappelé un peu son contexte. Lui, ses équipes, déjà, ne pouvaient pas livrer plus de 4 à 5 fois dans l'année. Les processus, l'architecture, etc., la communication, les interactions et les vrais problèmes du terrain ne pouvaient pas permettre à cette équipe de livrer plus de 4 à 5 fois. Eh bien, son manager est arrivé un jour et lui a dit la chose suivante. J'ai vu les Dora Matrix. On va devenir plus performant. Tu vas améliorer ta fréquence de déploiement. À partir de maintenant, ta fréquence de déploiement à la fin de l'année ne doit plus être de 10, mais plus de 4. Au secours, son manager lui a demandé l'impossible, l'inatteignable. Durant cette conférence, je vais vous raconter 10 ans d'expérience autour de ce sujet. Encapsulé dans une histoire, on y rencontrera des personnages qui me font penser à des personnes avec qui j'ai travaillé. Face à quel type de besoin, quel type de KPI on peut se retrouver, dans quel type de situation, et en fonction de la situation, comment on y répond. Et enfin, quand ça semble impossible, est-ce qu'on est obligé de subir ou on peut réagir ? On est lundi. Il est 9 h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est confiant.
Lui et son équipe ont une mise en prod stratégique vendredi prochain, mais tout est au vert. Il leur reste 2 petites features à terminer, mais globalement, tout va bien. Et oui, ils sont tellement confiants qu'ils peuvent se permettre de livrer un vendredi. Il y a un post-it sur la table, il y a écrit la chose suivante, voir le boss à 9h30. Kevin, dans le monde de la science-fiction et des étoiles, pourrait ressembler à ce personnage. C'est un excellent développeur, aucun problème, on ne remet pas en cause ses compétences. Et il est leader technique, leader dev de 4 personnes, avec il y a un QA, peu importe. Sa particularité, c'est qu'il a une bonne connaissance de l'architecture fonctionnelle, il connaît bien le métier, et surtout, il a un mandat. Il a la confiance de son manager. Et ça lui ouvre beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités. Il a beaucoup de marge de manœuvre grâce à cela. Lui et son équipe, au sens Team Topologies, j'aime beaucoup Team Topologies, sont dans la Streamline Team, c'est-à-dire qu'ils produisent de la valeur pour le produit phare de leur entreprise DarkSide Enterprise, qui est l'étoile qui tue. Mais pour tyranniser l'univers, il faut toute une flotte. Donc ils ont également les plateformes Team qui fournissent data, infra, outils DevOps. Ils ont également la Complicated Subsystem Team qui va fournir des données très précises pour booster les droïdes et rendre les IA plus intelligentes. Et enfin, l'équipe qui va nous intéresser, c'est l'Enabling Team. Ils ne font pas forcément d'infra ni de data. Ils vont travailler sur les méthodos et les frameworks. Je vois ça comme des catalyseurs, et on peut y retrouver notamment les coachs agiles, ou les chapter leads, et petit message, petit coucou à Arnaud. Le produit de cette organisation, c'est la version 3 de l'étoile qui tue. Les 2 premières versions ne se sont pas très bien passées. D'ailleurs, l'ancien directeur de projet a disparu, il a été remplacé par un nouveau directeur de projet, le responsable de Kevin. Ça tombe bien, il est 9h30, il est temps d'aller le voir. Kevin rentre dans le bureau de son responsable. En rentrant, il sent que son manager a quelque chose à lui dire. Kevin s'assoit, son manager prend la parole. Avant de démarrer, qui connaît parmi vous la technique du sandwich? Ah, pas mal quand même. Ah, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, bon, un sandwich c'est quoi? Une tranche de pain, une garniture et encore du pain. Vous avez pu voir ça tout le long de Devoxx. Pardon. Dans certaines stations de métro ou de train, la garniture n'étant pas terrible, il faut la cacher entre 2 belles tranches de pain. Eh bien, quand on a une chose un peu délicate à dire, une des techniques, c'est de dire une chose positive, première couche de pain, puis la chose délicate, garniture, et on finit avec une dernière couche de pain. Et ça donne la chose suivante. Kevin, tu es un excellent leader technique, et DarkSide Enterprise te remercie. Cependant, garniture, on aimerait que tu mesures la performance de ton équipe. On voudrait s'assurer que ce que vous faites nous aide bien dans l'entreprise. Et deuxième chose, on a orienté notre stratégie sur la qualité. On aimerait que votre couverture de code dans un mois soit de 80%. Il passe une sale journée, on est d'accord. Et dernier point, on a vu les Dora Metrics. C'est génial, on va devenir plus performant. On aimerait également que tu mesures tes indicateurs de vitesse. En sortant du bureau de son responsable, un peu déprimé, il se retrouve exposé à 3 cas de besoins. Le premier, que je vous ai dit, c'est un lot de KPI pour mesurer la performance collective, la performance de l'équipe de Kevin. On n'a que l'embarras du choix. Par où commencer, comment faire. Ça peut être un peu compliqué si on n'a pas de repères. Le deuxième, un KPI connu. Par exemple, là, j'ai pris la couverture de code. Qu'est-ce qu'une couverture de code? Qu'est-ce qu'une couverture de code pertinente dans une équipe? Est-ce que c'est pertinent même? Et surtout, un seuil à atteindre, 80%. J'ai pris le fameux 80%. Et enfin, dans le cas des Dora Metrics, c'est très populaire en ce moment, d'accord? On peut y retrouver des définitions autour des Dora Metrics, mais pas de seuil, pas d'objectif fixé. Cette situation, Kevin, ça le ramène à quelque chose de son enfance. Ça ramène aussi à quelque chose de mon enfance et quelque chose que vous avez probablement tous et toutes déjà vécu. Quand j'étais petit, mon père avait une obsession. Ça vous parle? J'ai jamais compris pourquoi.
Et ça ne m'intéressait pas les maths. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché. Bon, j'avais 8 ou 10 max, mais j'ai triché quand même. Ça n'avait plus de valeur. En grandissant, j'ai compris ce que voulait dire cette chose. Il voulait dire la chose suivante. Geoffrey, à mes yeux, je te verrai performant si tu atteins la moyenne de 14 sur 20 en maths à la fin de ton année scolaire. C'était son KPI. Je fais des goûters d'anniversaire, parce que j'ai des enfants. Et quand il y a des bonbons, il y a toujours une figure parentale pour dire la chose suivante. Tu ne manges pas plus de 3 bonbons. Traduction, je vous verrai performants les enfants si vous ne dépassez pas le seuil de 3 bonbons qui respectent les codes sociaux, etc. Et pour les fans d'analyse transactionnelle et du driver, dépêche-toi. Ça, c'est ce que je fais malheureusement beaucoup trop avec mes filles. Dans 10 minutes, il faut que tu sois prête. Je te verrai comme performante si tu es habillée, prête, le sac de fée, et on y va. Et au début, avant que les enfants soient habitués à ça, ils nous disent « Mais pourquoi ?» Ils cherchent du sens dans ces KPI. Et dans le milieu professionnel, ça devient ça. Et ensuite, perte de sens chez les équipes. Très souvent, un KPI imposé va plutôt créer une démotivation, une perte de sens qu'une dynamique. Double peine, dans le cas de Kevin, et peut-être parmi vous, comment faire, comment démarrer? Lundi, Kevin se pose beaucoup de questions sur ce sujet, ça le stresse. Pourquoi son manager veut mesurer la performance collective de son équipe? Il remet en cause sa légitimité, il doute. Mardi, il se pose beaucoup trop de questions. Par où démarrer? Comment démarrer? Il ne sait pas comment faire. Il tente des initiatives, mais il n'est pas convaincu de la pertinence. Mercredi, il est extrêmement stressé. Il ne sait pas quoi faire. On arrive le jeudi, il termine les 2 petites features, mais ça lui prend trop de temps, il skippe les tests, et derrière, il prépare le package et se reconcentre sur le sujet des KPI. On arrive au vendredi, il a mal dormi, la livraison démarre, la mise en prod à 16 h, problème. Il n'aurait peut-être pas dû skipper les tests le jeudi d'avant. Lui et son équipe vont mettre péniblement 3 heures à réparer et à trouver une solution temporaire. Le week-end démarre mal. On est lundi, il est 9 h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin a la boule au ventre. Il sait que les nouvelles ne seront pas bonnes. D'ailleurs, en ouvrant sa messagerie, il tombe sur une vingtaine de notifications techniques indiquant que la solution temporaire n'a pas tenu. Parmi ces 20 mails, un mail envoyé à 2 h du matin par son client, qui exprime très fortement son mécontentement. Il y a un post-it sur la table, il y a écrit la chose suivante, « Pensez au KPI du boss ». Je pense que ça nous est tous et toutes arrivé, cette situation, vous savez, quand tout se passe mal au boulot, qu'on a fait une erreur, qu'on se sent responsable, coupable, le temps d'un moment, on peut s'enfermer sur nous-mêmes. Dans le cas de Kevin, il y a quelque chose qui va le ramener à la réalité. Une petite voix, un son qui lui fait « Hello ». Il tourne la tête et il tombe sur Eileen, le deuxième personnage principal de cette histoire. Eileen est coach agile, elle est dans l'équipe l'Enabling Team. Elle est très expérimentée, elle va en conférence et elle donne des conférences, elle a une culture incroyable. Elle a un super pouvoir, les post-it, elle en met partout, elle écrit des choses dessus, elle les met à droite, à gauche. On ne comprend pas trop, mais ça nous aide, ça nous débloque des situations. Elle appelle ça l'empirisme. Et elle a un autre super pouvoir, elle nous a enseigné la culture du feedback, parce qu'on ne communique pas trop dans l'équipe. Kevin utilise ce qu'il a appris avec elle et lui partage sa difficulté sur le sujet des KPI. Eileen l'entend, et comme c'est son rôle, dès le lundi après-midi, elle va lui enseigner 3 leçons. Première leçon, rend clair ce qui est obscur. Merci, il y a beaucoup de boulot. Je fais des imitations de Dark Vador le soir aussi. Vous pourrez me voir au Chat qui pêche à Paris. Merci. Non, je peux. Pardon. On peut couper, merci. Ici, ils vont traiter le sujet des Dora Metrics. Je vois une énorme obsession aujourd'hui autour des Dora Metrics.
et d'autres choses, du DevEx, etc. Ça va dans un bon sens, hein, d'accord? Les auteurs d'Accelerate, de DevEx vont dans un sens où on va soulager la charge cognitive, d'accord, de l'équipe de développement et même des autres équipes. Mais moi, j'ai un problème, c'est que tout recentre sur la même chose, après, au bout d'un moment, c'est sur la productivité des équipes de développement. Les Dora Metrics, il faut comprendre que ce sont des compteurs. Un compteur sans moteur, ça vaut rien. Donc au lieu de challenger et de mesurer constamment la productivité de l'équipe de développement, oui, il faut le faire, mais pas en faire un focus. On devrait également mesurer et challenger la qualité de nos processus en entreprise, qui sont souvent des freins à l'équipe de développement. On devrait également mesurer et challenger la qualité de la communication et des interactions, qui sont également des freins à l'équipe de développement. Et enfin, on devrait également permettre de rendre visibles les vrais problèmes du terrain, les vraies difficultés auprès du management de la direction, parce que ce sont aussi des vrais freins à l'équipe de développement. Mais comme dit Hélène, on doit faire avec, alors on va avancer. Les deux indicateurs de débit. Alors j'ai repris les indicateurs, les KPI de 2018, d'accord? En 2025, il y a eu des évolutions, mais je reste sur le modèle 2018. Les deux indicateurs de débit et pas de vitesse. La vitesse peut implicitement faire croire qu'il faut toujours aller plus vite. Le débit, ça fait comprendre que des fois, il faut un peu lever le pied et travailler sur de la stabilité. Le premier, c'est le délai de livraison des modifications, ou LTC, Lead Time for Change. Donc, dès qu'il y a un nouveau besoin qui arrive côté équipe de développement, dès qu'il y a le premier commit, on historise le code. D'accord ? Ce premier commit fait en sorte que le chrono de cet indicateur démarre. D'accord ? Premier commit, tic-tac, 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 tic-tac. Et dès que ce commit est vu en prod, identifié en prod, on arrête le chrono. Sauf qu'entre-temps, on se doute bien qu'on va avoir des petits problèmes. Et en fait, le but, c'est de trouver un moyen d'automatiser, d'aller plus vite. Le deuxième, la fréquence de déploiement. Si vous livrez une étoile qui tue sur un référentiel d'une année, votre fréquence de déploiement est 2. Merci. Si vous en livrez 2, elle est 2. Et si elle est de 3, elle est 2. Merci. Un paradigme très fort. Et je sais que ce n'est pas souvent compris parce qu'on est souvent feature-driven. C'est que la stabilité et la vitesse est couplée, et ça a été prouvé dans cette étude, à la stabilité. On ne peut pas rouler à 130 km/h sur une autoroute sans s'assurer que les pneus soient bien gonflés, ou que la viscosité de l'huile moteur est bonne. Eh bien, c'est la même chose. Les deux indicateurs de stabilité, le premier, le TTR, FTTR, MTTR, avis aux puristes, c'est le délai de remise en service suite à une panne. Imaginez que suite à votre mise en production, il y a eu du sabotage par une équipe rebelle. En fait, le but, c'est en combien de temps on identifie la panne, en combien de temps on mobilise les équipes et en combien de temps on répare. Et le deuxième, le CFR, le temps de déploiement suite à une mise en production en échec, c'est-à-dire le nombre de fois suite à une mise en prod qui est un rollback ou un hotfix. Imaginez, vous livrez 4 fois une étoile qui tue, les 3 premières fois, ça se passe bien, la 4e fois, il y a un problème, ça fait 1 fois sur 4, votre CFR est de 25%, tout simplement. Parmi toutes ces définitions que Kevin trouve un peu floues, il y a un mot que lui a capté, qui résonne en lui. Il dit, tu m'as dit, Hélène, qu'en fait, dès que notre équipe fait un premier commit pour un nouveau besoin, en fait, démarre le chrono du Lead Time for Change. Hélène répond oui. Donc à partir de là, si on ne fait pas trop de squash entre-temps et qu'on n'écrase pas trop les données, je peux quand même identifier quelle est la date de début de ce commit. Ça, c'est une manière de faire. Il y en a des dizaines, en fait. Donc le mot commit lui a permis tout de suite d'identifier comment récupérer une unité de temps à partir, avec Git, par exemple. Démarre le chrono du Lead Time for Change. Comment savoir si ça arrive en prod? Une manière de faire, d'accord, il faut challenger, une manière de faire. On met un label, par exemple, là c'est trop simpliste, mais pourquoi pas, -prod, et dès qu'on voit le -prod, on peut arrêter le chrono. Et ensuite, on récupère cette unité de temps, on recalcule le temps, et on a un délai de livraison de modification. Et Kevin, il est content parce qu'il a une solution manuelle qui peut automatiser assez facilement. Et il peut même mesurer sa fréquence de déploiement, parce que c'est le nombre de fois qu'il voit le label -prod, en fait. Rend clair ce qui est obscur.
Deuxième leçon. Révèle ce qui est invisible. Ici, ils vont traiter le sujet épineux de mesurer la performance collective de l'équipe de Kevin. Qu'est-ce que la performance d'une équipe? Comment faire? Eh bien, Eileen lui dit, rappelle-toi la première leçon. Rends clair ce qui est obscur. Qu'est-ce que c'est la performance pour ton management? La performance, selon ton management, c'est très probablement cela. Aujourd'hui, une organisation, pour se démarquer dans un marché aussi concurrentiel, il n'y a pas trop de solutions, hein, du profit, de la productivité et réduire ses time to market. Satya Nadella, DG Microsoft, disait en 2017 « Une organisation est une organisation du numérique ». Donc en fait, le logiciel que vous allez utiliser, produire, etc., aura un impact sur le business et sur la performance de votre organisation. Et pour être bon sur son logiciel, il faut pouvoir corriger rapidement, produire rapidement de nouvelles features. Donc en fait, il faut être performant sur la livraison continue. Donc ta performance en livraison continue, que ton management tente de rendre stable et la plus efficace possible, c'est très certainement ça qu'il voit comme de la performance. Donc la question, c'est toutes tes pratiques, comment on les rattache à ça? Ce que je vous propose, mesdames et messieurs, comme ils vont faire un atelier, c'est que vous fassiez l'atelier avec eux. Déjà, Kevin va devoir choisir 5 pratiques au hasard. Je vous propose de faire le même exercice. Donc il va devoir choisir un concept parmi les 5 que je présente. Vous allez voir des concepts très compliqués. Test automatisé. Peut-être que vous allez choisir le découpage en petits lots. Alors pour illustrer ce concept, les user stories qu'on va découper de manière plus granulaire pour qu'elles soient plus utilisables, plus faciles à implémenter. Vous allez peut-être choisir tout ce qui est lié à la démo, les feedbacks utilisateurs. Est-ce que ce que je produis répond aux problèmes de mon utilisateur? Est-ce que ce que je produis crée de la valeur réellement? Quatrième concept, le management visuel, tous les outils qui vont vous permettre à gérer votre flux de travail. Et enfin, un truc un peu plus technique, monitoring et alerting. Je vous laisse 5 secondes pour choisir un concept parmi les 5. Kevin va choisir les tests automatisés. Deuxième question. À quoi vois-tu que cette pratique, elle est mise en action dans ton équipe? Quelles sont les actions observables que même ton manager peut voir au quotidien qui met en œuvre cette pratique? Alors Kevin n'est pas trop habitué à ça. Alors, il va essayer de faire l'exercice. Alors il réfléchit, il dit, on a des générations de rapports de test. OK, c'est une action très claire. On a ensuite des revues hebdomadaires de la stratégie de test. L'intégration des tests dans les pipelines. La mise en place de quality gates, du scripting, l'automation, et enfin, le volume de QA, les formations de QA. OK, pourquoi pas. De la même manière, mesdames et messieurs, avec le concept que vous avez choisi, essayez d'identifier 2-3 actions totalement observables. Faites-moi confiance, on va faire l'exercice jusqu'au bout. Troisième exercice, quels chiffres, métriques ou mesures tu peux associer aux différentes actions que tu viens de trouver? Alors ça, c'est encore plus dur pour lui, parce qu'il n'a pas l'habitude d'identifier ses propres chiffres, ses propres métriques. Donc là, derrière, j'ai le nombre de rapports de tests, parce qu'on génère des tests. Le temps investi sur les tests, OK. La durée des tests, parce qu'on en fait. Plus on en fait, normalement, plus il y a de la durée. Le volume de bugs. Et le nombre de tests automatisés, et surtout le nombre de QA dans les équipes. Si vous faites le même exercice, je pense que vous allez froncer les sourcils. Parce que unitairement, ce n'est pas hyper pertinent. Si on prend le volume de bugs, là, on peut avoir 100 bugs d'un coup sur 100 serveurs, mais totalement anodins, pas de quoi s'alarmer. Et puis demain, on en a un seul sur un serveur qui plante toute la prod. Donc ce n'est pas hyper pertinent comme métrique. Et ça, Eileen, elle savait. Par contre, ce qu'elle lui dit, c'est que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes tes mesures, elles sont interconnectées. Si ton nombre de QA augmente dans ton équipe, alors ton temps investi sur les tests, il va évoluer. Et donc le nombre de tests automatisés également, il va évoluer. Et donc ton volume de bugs, tu vas avoir une tendance au bout d'un moment.
Tu vas avoir également une durée de test qui va évoluer, etc., etc. Elles sont toutes interconnectées, interdépendantes. Et en fait, ça montre quoi? Ça montre que ton système, sur cette pratique, il est dynamique. Il y a une dynamique. Et s'il y a une dynamique, c'est que ta pratique, elle est utile. Pensez au nombre de pratiques inutiles. Je ne parlerai pas des réunions. Tentez l'exercice avec les réunions. Essayez de dégager vos propres métriques et voir comment, en général, ça tend vers le bas. Sauf sur le temps perdu, pardon. Et ce qu'affirme Éline, c'est que si ta pratique elle est utile, elle a inévitablement, très probablement, un impact sur ta performance. Et ça, Kevin, il dit, bah ouais, mais pourquoi? En fait, les 5 pratiques, je ne vous les ai pas fait choisir par hasard. Elles s'inscrivent dans un catalogue de 29 autres pratiques qui ont un impact sur la performance des livrables. Et ça, c'est issu d'une étude qui dure depuis plus de 10 ans, qu'aucun expert du DevOps, aucun expert de l'agilité ou quoi que ce soit n'a pu montrer comme non pertinente. Et donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris toutes les pratiques de Kevin, on les a passées au tamis de la performance, on a dégagé les pratiques dites utiles. Comment on montre qu'elles sont utiles? Avec des actions observables de l'équipe et des métriques qui permettent de montrer que oui, ça vit. Et même votre manager, il peut le voir au quotidien. Il y a quand même un problème, c'est que derrière, il faut faire le pont avec la performance de la livraison continue. Je sors encore mon livre Accelerate. Il a été prouvé qu'en utilisant ces capacités, on avait inévitablement un impact sur la performance en livraison continue. Et ça, pour Kevin, c'est du pain béni. Il a une argumentation avec ce livre, il a des statistiques, il a des actions observables que son manager peut voir au quotidien, et il a ses propres métriques qu'il peut fournir à son manager. Et en plus, au bout d'un moment, il pourra avoir même des impacts sur les DORA Metrics. Ça tombe bien, il en mesure déjà 2. Et donc, il va pouvoir voir son manager, lui dire qu'ils vont pouvoir tyranniser l'univers bientôt et devenir riches très rapidement. Rend clair ce qui est invisible. Révèle ce qui est invisible, pardon. 3e leçon. Tes alliés sont la force, et non l'inverse. Ici, ils sont sur le cas de l'objectif irréaliste d'obtenir 80% de couverture de code. Péniblement, Kevin arrive à atteindre 58% de couverture de code sans tricher dans les règles Sonar. Merci. Ça me fait du travail, mais bon. Alors comment faire? Comment atteindre ce seuil? Il ne sait pas. Ici, Hélène lui dit, OK, moi je n'entends que ton avis, mais quel est l'avis de ton équipe? Qu'est-ce qu'elle en pense, ton équipe? Parce que moi, je suis sûr que la réponse est dans ton équipe. Le problème, c'est comment tu récupères leur opinion et surtout, comment tu récupères leur opinion sans déformer leurs propos, sans les influencer. Petit message à toutes les personnes qui ont une casquette de leader ou une posture de leader. Vous avez une influence inévitable sur l'opinion et l'avis de vos équipes. Dans une organisation que je ne peux pas citer, il y avait une équipe de 12 personnes et le leader tech et les 2 leaders dev, lorsqu'on faisait des réunions, prenaient souvent la parole en premier. Eh bien, à chaque fois qu'ils prenaient la parole, plus de 60% du reste de l'équipe s'alignait sur leur avis. Soit parce qu'ils étaient d'accord, on est d'accord, mais aussi parce qu'il y avait des juniors, par sentiment d'illégitimité, parce qu'on avait peur de dire une bêtise, bref, on avait perdu plus de 60% de l'avis de l'équipe et du prisme unique, de leur expérience unique et de leur idée. C'est quand même dommage. Alors comment faire? Eh bien, Lynn propose un bon formulaire. Un bon formulaire, c'est une solution rapide, efficace et assez pertinente. Il y a d'autres techniques, mais moi je vous présente celle-là aujourd'hui. Encore faut-il savoir faire un bon formulaire. Et je vous propose les règles de la psychométrie selon Albert Moukébert sur un podcast. Il y a des règles très importantes pour avoir un bon formulaire. Alors si vous tapez psychométrie sur Internet là-dessus, vous allez tomber sur du tout et de n'importe quoi et beaucoup de pseudosciences, donc attention. Les 3 règles de la psychométrie sont les suivantes. Le test mesure ce que je veux tester. Vous allez voir qu'il est très facile de ne pas respecter cette règle. Mon outil mesure de manière fiable, pas ou très peu d'interprétations, différentes, bien sûr, et un cadre théorique minimum.
Mais surtout, si vous voulez que votre formulaire soit efficace, vous devez garantir l'anonymat aux équipes. Et ensuite, fournir aussi un champ libre d'expression. Si vous avez l'anonymat et que vous fournissez ensuite un champ libre d'expression, c'est du pain béni, c'est une mine d'or, d'accord? En général, mes formulaires, c'est un parcours, pas trop long, il ne faut pas que ça soit trop long non plus, et à la fin, le champ libre d'expression me donne de la donnée de qualité. Alors Kevin, avec tout ça, il va tester, il va faire ses premiers essais. Il est là pour apprendre, d'accord? Donc il va tenter. Est-ce que la couverture de code est un bon indicateur pour notre équipe? Oui ou non? Et il indique qu'il y a deux erreurs majeures. Le premier, c'est le oui ou non. D'accord? Il faut beaucoup plus de granularité. Dans une organisation que je ne citerai toujours pas, j'ai vu passer le questionnaire de satisfaction qui était envoyé aux internes. Deux questions. Première question, est-ce que vous vous plaisez dans votre entreprise, oui ou non? Est-ce que vous recommanderiez votre entreprise à un collègue, une amie, oui ou non? Quand vous savez qu'on ne vous garantit pas l'anonymat, que les données vont être traitées par la directrice du service RH, qui est amie avec le directeur du système d'information qui pilote vos managers, en général, pour votre carrière, pour être tranquille, pour être augmenté, quoi que ce soit, pour ne pas avoir d'embrouille, on a tendance à répondre « Votre test ne mesure pas ce que vous vouliez tester ». Première règle de la psychométrie qui n'est pas respectée. Et le deuxième problème, c'est qu'un bon indicateur, c'est sujet à multi-interprétation. Si je vous demande à tous et à toutes ce que c'est, j'ai probablement 30 réponses différentes. Multi-interprétation, alors il faut affiner. Deuxième essai, la couverture de code est un bon indicateur de la performance de notre équipe. Là, ça commence à être un peu plus cool. Encore faudrait-il définir ce que c'est que la performance au sein d'une équipe, mais déjà, on rentre un peu plus dans la précision, et surtout avec une échelle de Likert. Donc là, vous avez une granularité de réponse. Alors là, vous avez vu, j'ai mis 6 choix de réponse. D'accord? À l'état de l'art, c'est des chiffres impairs, 5, 7 et 9. Mais moi, ça m'agace parce qu'au milieu, il y a marqué « Je suis ni d'accord ni en désaccord ». Et moi, j'ai besoin que les gens se positionnent. Mais il y a encore deux petits trucs qui ne vont pas trop bien. Donc, un bon indicateur, BON, d'accord, c'est pas neutre. Si je vous dis « Est-ce que ce talk était bien ?», ça peut influencer votre réponse. Et ça a été prouvé par des études psychologiques. Donc la vraie question aurait été « Qu'avez-vous pensé de ce talk ?» qui est beaucoup plus neutre. Et ensuite, j'ai pas envie que la personne pense pour les autres, je veux son opinion. Et donc il faut focus. C'est « Je pense que la couverture de code est un indicateur pertinent de la performance de notre équipe avec l'échelle de Likert. » Et là, on peut encore affiner, on peut être encore meilleur, mais déjà ça commence à être pas mal. Vous pouvez utiliser des IA, évidemment, pour débiaiser vos questions. Attention, ça peut avoir tendance à perdre le focus sur l'objectif de base. Kevin reçoit les réponses du formulaire. Je vous rappelle, ils sont 5 dans l'équipe. Les statistiques sont très claires. Ils sont tous d'accord, ce n'est pas pertinent. Le problème, c'est qu'il ne peut pas arriver avec ça auprès de son manager. Alors c'est là où le champ libre d'expression devient intéressant. En groupant les avis de chacun, ils sont quasiment tous d'accord, le code est non modulaire, le langage est obsolète, l'intégration des tests est beaucoup trop coûteuse. Et par effet de masse, ça commence à créer quelque chose. Donc de tout ça, Kevin, il est très content, il a de la matière, et donc il s'empresse de communiquer cela à son manager. Cher Monsieur Dark, suite à votre demande de KPI, je vous envoie ce mail pour vous faire un état d'avancement. Alors Kevin, il a compris la technique du sandwich. Il va l'utiliser. Nous avons réussi à établir des métriques de notre performance collective. Je vous invite à consulter le document en pièce jointe. Tac. Garniture. Concernant la couverture de code, nous sommes bloqués à 58% à cause de... Mais quel bonheur de pouvoir argumenter avec des données du terrain et qu'il ne soit pas le seul à le dire. À cause de... un manque de modularité, etc., etc. Et enfin, dernière couche de pain, enfin vous serez quand même ravis de savoir qu'on mesure déjà nos Dora Metrics, une automatisation est en cours. Bisous. Là, Kevin, il baigne dans un effet. Il est fier de ce qu'il a fait, ça s'appelle l'effet Ikea. C'est un biais cognitif. L'effet Ikea, c'est quand vous construisez votre meuble, il a beau pencher, il manque une armoire, il manque un truc, mais vous êtes fier.
2 heures après, il reçoit la réponse de son manager. Alors il va s'empresser de la lire. Cher Kevin, merci pour ton retour. Ton investissement pour Darkside Enterprise est précieux. Ta couverture de code est bien loin des objectifs fixés, 80%. Cela ne sera pas entendu par la hiérarchie, mais on peut mettre en avant que tu mesures déjà tes DORA metrics et que tu peux les améliorer. Ça, c'est un peu dur à encaisser. Déjà vécu. Concernant ta stratégie de mesure, je n'ai pas bien compris pourquoi on ferait confiance à cela. Il faudra m'expliquer. Sur le moment, c'est un peu dur à encaisser. Parce que là, c'est la personne qui vient vous dire « ton meuble, il penche et il manque une armoire ». Sur le moment, ça pique un peu. Mais dans ce cas, c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que déjà, votre manager, votre responsable va devoir annoncer de mauvaises nouvelles à sa hiérarchie. Et ce n'est pas évident non plus pour lui. Et ensuite, son rôle, c'est également de voir at scale, à l'échelle, de faire tourner un système. Donc il va vous challenger. C'est pour ça qu'il va demander déjà d'améliorer les KPI. Mais sur le moment, c'est un peu dur à encaisser. Et le temps d'un moment, on peut même reposer un genou à terre. Mais vous savez quoi? La vie est bien faite. Et il y a des choses inattendues qui peuvent arriver. Et pour l'avoir déjà vu et déjà vécu, avec un peu de temps, il peut se passer ce genre de choses. Kevin revoit son manager à la machine à café. Hein, ils boivent beaucoup de café dans cette entreprise. Ok, tu es bloqué à 58% de code, sur ta couverture de code, mais en fait, tu mets en évidence un vrai problème. Ce que ne sait pas Kevin, c'est que Eileen a envoyé le formulaire non pas à une équipe, mais à 3, 4, 5, à autant d'équipes qu'elle a pu. Et elle a récolté l'avis, non pas de 5 personnes, mais de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et en récoltant les données, et par effet de masse, elle a réussi à convaincre le management qu'il y avait vraiment un problème, déjà vu et déjà vécu. Et avec cette donnée puissante, même le manager peut commencer à convaincre sa propre hiérarchie. Sur le sujet des DORA metrics, je comprends qu'en fait, on pourrait peut-être les mettre à l'échelle. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Git, c'est hyper facile en fait. Et là, ce que dit le manager, comme il essaie de voir plus large, c'est qu'on peut partager ça aux autres équipes et valoriser le travail de Kevin. Et enfin, sur la dernière stratégie de mesure, on ne peut pas en vouloir à un manager il ne peut pas avoir la culture d'une Eileen. Il ne peut pas avoir le savoir d'un Kevin, on ne peut pas lui en vouloir. Par contre, je vous rappelle que Kevin a un mandat, la confiance de son manager. Ils ont créé ça, ils ont créé cette confiance, alors son manager va le soutenir. Et au pire, ils réussissent. On est lundi, il est 9 h. Kevin boit son café, Kevin consulte ses mails. Kevin est soulagé. Cette histoire de KPI de mise en prod, c'est terminé. Il y a un post-it sur la table, il y a écrit la chose suivante, « Boire un café avec moi à 9h30, signé Eileen ». Durant cette histoire, ce que comprend Kevin, c'est qu'une approche top-down est doublement efficace lorsqu'elle est complétée par une approche bottom-up. Ici, dans ce cas, on allait chercher des datas du terrain, les problématiques du terrain. Et on les a remontées au management, on les a rendues visibles. Par défaut, c'est rare qu'on soit sollicité ou mandaté à le faire. Et en fait, je vous encourage à essayer de le faire. Mais pour convaincre, il faut de la donnée. Donc là, il y a eu 2 datas, de la donnée dite quantitative, fiable, des chiffres, mais pas que des chiffres, des lettres aussi, des chiffres et des lettres. Retenez ça avec des données qualitatives en masse. Obtenir de la masse sur vos données, sur vos opinions, sur les feedbacks, etc. Et avec tout ça, le management pourra peut-être lui-même convaincre sa hiérarchie. Parce qu'un jour ou l'autre, mesdames et messieurs, votre manager vous demandera peut-être des KPI, si ce n'est pas déjà le cas. Et que comme Kevin, vous ne saurez pas comment faire, comment démarrer. Peut-être que comme Kevin, vous remettra en cause votre légitimité. Et peut-être que comme Kevin, vous allez être stressé et perdre vos moyens. Alors, osez manager votre manager. Osez aller de l'avant vers cette personne. Osez demander l'avis
de 5, 10, 20, 30, 100 personnes, autant que vous le pouvez, et osez challenger les KPI que l'on vous demande. 3 critères pour les KPI. Intention, attention, émotion. Intention, quelle est l'intention du KPI? Est-ce qu'il est clair et est-ce que ça aligne tout le monde? Attention, à quoi je dois faire attention? À la data qui l'alimente. Attention aux indicateurs PASTEC. Et émotion, si vous préférez énergie. À l'annonce du KPI, est-ce que cela crée une dynamique ou au contraire une démotivation? Intention, attention, émotion. Et peut-être qu'avec tout cela, on changera peut-être la définition du mot KPI et qu'elle ne soit plus Key Performance Indicators, mais qu'elle devienne Keep People Interested. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. De garder les gens intéressés, de garder les gens impliqués, et j'espère sincèrement l'avoir fait aujourd'hui, de garder les gens inspirés. Merci. Alors, je cherche ma future équivalent, Eileen ou Kevin. Donc, on recrute. Et voilà, bon, vous pouvez suivre mon fil d'actualité. Et surtout, pour le DevOps, pour moi, c'est super important au feedback parce que ça nous permet du coup de nous améliorer au quotidien. Et puis, voilà, merci beaucoup.